présentation de cette session avec Jean-Pierre Triboulet sur cancer et chirurgie ambulatoire. Sujet d'actualité. Je vous remercie également de m'avoir invité pour ce sujet comme vous l'avez dit, d'actualité. Alors, la chirurgie ambulatoire, c'est une grande évolution actuellement dans tous les domaines de la chirurgie, et même pour les gestes interventionnels, on pourrait y revenir. Et paradoxalement, pas beaucoup en oncologie, ils sont très en retard. Vous verrez que le chiffre de chirurgie ambulatoire en oncologie est de 9%, il était de 9% il y a 2 ans, il n'a pas beaucoup évolué. On peut se demander pourquoi. Parce que, d'une part, il y a les avantages de la chirurgie ambulatoire, d'autre part, il y a des avantages spécifiques de l'oncologie pour l'ambulatoire. Il y a aussi quelques désagréments ou quelques freins dus à la psychologie, bien entendu. Et puis il y a le plan cancer d'hier, où la page 41, vous êtes tenu de faire un peu de chirurgie ambulatoire, même en oncologie. Et j'ai quand même ajouté, il y a quelques minutes, une planche sur le sujet pour que vous soyez tout à fait au point. Alors, c'est d'autant plus important de préciser que les avantages de la chirurgie ambulatoire, qu'on a encore des questions en 2013, que j'ai eu en 2013 lors des présentations de congrès, invraisemblables pour moi, mais pour vous aussi je suppose. Qu'est-ce que j'y gagne moi à dire anesthésiste lors d'un cours européen de chirurgie d'anesthésie en juin 2013, et un chirurgien à l'AFC, il y a peu de temps, à demander à quoi ça servait l'ambulatoire. Vous voyez qu'il y a encore du chemin à faire, même si on a beaucoup évolué. Alors, pour vous donner l'actualisation des chiffres, parce que ça, c'est des chiffres récents qui ont été donnés lors de notre journée nationale de chirurgie ambulatoire du 23 janvier par la TIH. Le chiffre de 2012, c'était 40,8 en France. Et l'estimation pour 2013, c'est 42,3, parce que c'est bon, on n'est pas les chiffres définitifs, et que vous savez que l'objectif de la DGES en 2016 est de 50%. Je ne me parlerai pas du 80%, parce que ça fait une polémique incroyable. Tout le monde pensait que dans toutes les disciplines et partout, il fallait faire 80%. Or, ce chiffre de 80%, c'est juste le chiffre qui est atteint par les Anglais après 30 ans de chirurgie ambulatoire, et on ne pourra pas plus tous référer à cela. D'autant qu'il y a d'énormes disparités dans les régions, dans les disciplines, les établissements, les modes d'exercice, équipe et chirurgien. Donc, ça passe de 2 à 99% l'ambulatoire, et le chiffre de 80%, on verra ça plus tard, et ce n'est pas du tout le problème. Et vous voyez que ça a évolué dans tous les modes d'exercice, privé, public, et qu'on en vient à ce chiffre de 40%. Je pense qu'on atteindra les 50%. Alors, à côté de cela, vous voyez que la chirurgie ambulatoire est très loin. Bon, même si c'est un chiffre de 2012, le 9, on est peut-être à 10% maintenant, mais en comparé aux chiffres que vous voyez en moyenne des CHU et moyenne des cliniques, on est très loin. Et il y avait quelque chose à faire. Et on a précisé ça au Centre de lutte contre le cancer lors de leur congrès, et à Unicancer maintenant, et je pense qu'ils ont pris la mesure du problème, et il y a des évolutions partout dans tous les centres pour faire la promotion de cette chirurgie ambulatoire. D'autant que Unicancer nous a montré toujours lors de cette journée du 23 que la prévision d'augmentation des cas incidents, je pense que c'est des cancers pour eux, est de 13% en France, et surtout en particulier pour les pathologies que vous voyez entourées en rouge, seins et tumeurs cutanés, qui sont le cœur des indications pour l'oncologie. Alors, il faut juste rappeler les avantages de chirurgie ambulatoire, qui sont aussi valables pour l'oncologie. Les avantages médicaux, vous le savez très bien, diminution des infections nosocomiales et des thrombophlébite. Ça tombe bien, parce que justement, le cancer a une fâcheuse tendance à augmenter ces thrombophlébite, la sécurité des patients, les avantages organisationnels, et c'est vrai que l'ambulatoire, ça nous impose à faire des efforts dans la qualité de l'organisation, ces efforts sont transmissibles aux autres types de modes d'exercice de la chirurgie, et pas seulement ambulatoire. Donc ça, qui est intéressant. Pédagogique, il faut un modèle. La gestion des risques est vraiment au cœur du problème également, et c'est un modèle pour le reste des prises en charge. Et humain, on a une satisfaction du personnel, des patients,
Alors pour le personnel non médical, on n'a pas d'études là-dessus. On ne sait pas très bien s'ils sont contents. Et puis d'autres avantages de la chirurgie ambulatoire relationnelle, ça oblige à une cohésion d'équipe, notamment chirurgie anesthésiste. Et je ne vous ai pas mis la référence, ah ben si je vous l'ai mise en bas, mais il y a la cohésion entre anesthésiste et chirurgien, c'est un facteur plus influent sur le taux de complications post-opératoires que le score ASA. 3 fois plus. Et puis, ça a des intérêts économiques locaux régionaux pour l'établissement. C'est une attractivité, vous faites de l'ambulatoire, ça attire des patients, et puis des intérêts économiques à plus grande échelle peut-être, et stratégiques, éventuellement, on y reviendra. Mais quels sont les avantages spécifiques pour l'oncologie? Pour l'oncologie, ça incite le patient à avoir un rôle plus actif dans la prise en charge de sa maladie. Ça diminue les délais de prise en charge, et on sait le rôle anxiogène de la pathologie néoplasique, et donc de diminuer les délais de prise en charge et la durée de l'hospitalisation, mais aussi d'éviter l'hospitalisation toujours stressante en chirurgie, mais ça c'est peut-être pas spécifique à l'oncologie. Néanmoins, il y a une agression qui paraît plus importante encore lorsqu'on est traité de cancer. Et puis alors, ça, soi-disant, a un intérêt, cette prise en charge ambulatoire, de dédramatiser la maladie, mais c'est pas tout à fait évident, parce que là, je vous montre une planche qui correspond à une enquête du centre atlantique, Nantes-Atlantique, qui a été présentée par Dravet il y a quelques temps. C'est une enquête de 2013 qui visait à voir quels étaient les points positifs de la prise en charge en ambulatoire. C'était des questions demandées à 191 patients. Eh bien, le fait de l'intérêt de dédramatiser la maladie n'était noté pour les patientes que dans moins de 10% des cas, dans 7 à 8%, alors que le principal intérêt pour ces patientes eh bien, était de dédramatiser surtout l'opération et puis de pouvoir retrouver un environnement familial habituel. Donc, dédramatiser la maladie, pas tellement comme avantage. Alors, l'autre avantage spécifique, c'est évidemment que l'ambulatoire diminue le taux de thrombophlébite, ça c'est approuvé, je ne donne pas les références dans ce domaine, mais on est particulièrement intéressé par cela, puisque le cancer est un facteur favorisant, bien sûr, de thrombophlébite. Vous voyez ici la courbe en rouge en bas du taux de thrombophlébite dans les patients qui sont pris en charge en ambulatoire. Alors finalement, quelles sont les limites de la chirurgie ambulatoire? Elles sont habituelles, techniques et organisationnelles pour la chirurgie ambulatoire classique des autres disciplines. On voit des problèmes, des limites dans tous les domaines, en amont, en aval, mais ça c'est pratiquement résolu. Pour le cancer, eh bien, il faut ajouter les limites psychologiques. Ça a été longtemps l'arrêt, le frein majeur pour l'ambulatoire, en se disant, eh bien, en particulier pour la pathologie du sein, on ne peut pas laisser repartir quelqu'un on vient d'enlever un sein ou une partie du sein, de lui avoir donné le diagnostic, et ça semblait impossible. Eh bien, non, c'est pas tout à fait impossible. Alors, comment développer l'ambulatoire? Et ça commence par le principe de lever la barrière psychologique liée à la maladie. C'est sûr que, dans un premier temps, il y a des critères de sélection, l'environnement familial, l'environnement médical, la fragilité psychologique de la patiente, tout cela doit jouer dans l'indication de décision d'ambulatoire pour une patiente. Je reviens à la pathologie du sein, parce que c'est vraiment un coup de tonnerre, là c'est plutôt un coup d'éclair, mais c'est un coup de tonnerre dans la vie du patient ou de la patiente. La deuxième chose, mais toujours en rapport avec la barrière psychologique, c'est que, et là, c'est valable pour l'ambulatoire en général, mais là encore plus probablement, c'est qu'il doit y avoir une continuité relationnelle très importante entre l'amont, l'aval, le médecin traitant, ceux qui prennent en charge le patient après, ou la patiente, et puis l'humanité dans la prise en charge. Il n'y a pas de raison qu'il y ait moins d'humanité ailleurs, bien entendu, mais encore plus, je pense, dans le domaine de l'oncologie, et à tous les niveaux. C'est multidisciplinaire, donc il ne faut pas qu'il y ait de trous dans la cohésion et dans l'humanité, que le médecin soit très humain, que le chirurgien soit très brutal, ou que l'IDE ne soit pas, le psychologue, ça doit être cohérent et homogène comme attitude. Ça, c'est très important. On insiste dans l'ambulatoire pour cela, mais encore plus en oncologie. C'est ce qu'on appelle la continuité relationnelle. J'aime assez bien ce terme. C'est pas moi qui l'ai trouvé. C'est
Anne Morégeau, d'un centre de lutte contre le cancer. Et puis expliquer, avoir des supports téléphoniques pour la patiente, qu'elle ne soit pas du tout perdue. Alors, on peut avoir des initiatives personnelles, comme ici à Montpellier, dans le service de Philippe Rouanet. Eh bien, il a à droite, à gauche, en noir, c'est tout ce qui est classique pour l'ambulatoire. À gauche, en bleu, c'est ce qu'il propose éventuellement au patient ou à la patiente pour compléter ce chemin d'humanité et du moins cette relation très importante de confiance pour la patiente. Et on peut s'aider d'assistantes de soins ou d'IPO, c'est-à-dire d'infirmières pilotes en oncologie, comme ça existe depuis 15 ans au Canada. C'est d'ailleurs maintenant dans le plan cancer, enfin, c'est proposé dans le plan, je vous en dirai un mot. Et cette assistante peut s'occuper de toutes ces relations et qu'il y a un chemin tout à fait continu et sécurisant pour le patient ou la patiente. Alors, comment développer encore l'ambulatoire en oncologie? Il faut commencer par... Je ne vais pas détailler tout ça, bien sûr. Il faut commencer par respecter les fondamentaux de l'ambulatoire. Ça, c'est absolument capital. Personnel et locaux dédiés, on s'est beaucoup battu pour cela, et c'est pas encore tout à fait réglé, mais disons que c'est absolument indispensable. C'est d'ailleurs la première recommandation de l'IARS, dans la Société internationale de chirurgie ambulatoire. Anticiper les prescriptions, une programmation impeccable, organisation rigoureuse, etc. Information cohérente et complète et rapide. La maîtrise et la gestion des risques, c'est la base de toute chirurgie ambulatoire. Et puis dans les facteurs qui sont liés à l'établissement de santé, je ne retiens que la structure réglementaire. Pour développer l'ambulatoire, faut être, en oncologie aussi, il faut être dans une structure réglementaire. La plupart du temps en France, c'est un centre intégré, c'est-à-dire que vous n'avez pas un bloc spécifique pour l'ambulatoire, bien entendu. Il faut avoir un grand volume et beaucoup d'argent pour avoir un bloc spécifique pour l'ambulatoire, ça existe. On l'a. Mais c'est assez... C'est quand même le centre intégré est plus fréquent de ce qu'on voit comme structure en France, avec des structures d'accueil tout à fait dédiées, le personnel également, mais pas forcément le bloc. Puis après, vous avez la Rolls, le centre autonome, ou le centre satellite, où le bloc est complètement indépendant. Ce qu'il ne faut surtout pas, c'est accepter, d'ailleurs c'est non réglementaire, la chirurgie ambulatoire, c'est-à-dire que le bloc, peu importe qu'il est salle dédié ou pas, mais vous avez une hospitalisation éparpillée dans les services conventionnels d'hospitalisation. Ça, c'est la catastrophe. Ceux qui s'occupent d'ambulatoire le savent bien, ce n'est pas bien, la qualité est moindre, le personnel n'est pas au courant, et ça ne va pas du tout. Quand on modifie, quand on veut développer l'ambulatoire dans un service, un établissement, oncologie ou non, c'est la première chose à faire, c'est-à-dire qu'il faut éliminer ce qui n'est pas réglementaire. Non pas parce que c'est pas réglementaire, mais parce que c'est pas bien. Ça diminue la qualité et la sécurité des patients. Et puis enfin, les centres autonomes, 25% aux États-Unis, c'est bien sûr souvent des centres monodisciplinaires comme l'ophtalmo, etc. Mais c'est très développé, sauf que chez nous, c'est interdit. Vous en trouverez quelques-uns en France, mais c'est dans les années 80, et bien avant, dans un vide juridique complet, ils ont eu le courage de développer ces centres. Mais c'est l'avenir, bien entendu, pour un certain nombre de pathologies. Alors, lorsqu'on développe l'ambulatoire en oncologie, il faut être au courant et savoir ce que ça a comme impact sur l'organisation. Parce que c'est ça qui bloque quelquefois l'organisation le développement d'ambulatoire en oncologie, c'est le fait qu'il y ait des influences sur l'organisation. La montée en charge dans la spécialité, vous vous retrouvez de 10 à 400 gestes en un an, ou d'extension à d'autres spécialités qui se disent mais moi aussi, pourquoi pas moi? Et alors vous vous retrouvez avec des locaux trop petits. Le potentiel de l'ambulatoire, c'est substitutif l'ambulatoire. Vous devez substituer une pathologie que vous faites en conventionnel en ambulatoire, et donc ça peut monter très rapidement le chiffre. D'autres influences, je passe sur le détail du turnover, de la chirurgie foraine dont je viens de parler, et de l'attractivité des établissements, pour dire un mot quand même sur l'intégration dans l'unité, en oncologie par exemple, des gestes interventionnels en ambulatoire. Dès qu'il y a un geste qui est associé à des risques, eh bien c'est de l'ambulatoire, parce que ça nécessite protocole, culture ambulatoire, etc. Donc, évidemment, le chiffre passe de quelques dizaines ou quelques centaines à quelques milliers d'actes. Il faut savoir ce que vous voulez. Et la stratégie des centres doit être très précisée là-dessus, on leur a dit. Par exemple, dans notre unité, une des 5 unités d'ambulatoire en CHU, comporte, c'est le chiffre de l'année dernière, 652 gestes chirurgicaux digestifs.
j'ai mis une progression, vous voyez, depuis de la médecine ambulatoire jusqu'à la chirurgie, c'est la progression des risques. Et donc, chaque fois qu'il y a des risques, c'est vraiment ambulatoire. Et on peut comprendre que les gestes interventionnels, diagnostiques et a fortiori thérapeutiques, soient aussi des gestes à risque, et donc de l'ambulatoire. Mais ça fait passer le taux, ou le chiffre, de 652 pour nous à 12 950. Vous voyez le problème d'organisation. Et on est en passe, et probablement on va décider ça, de sortir une partie des gestes diagnostiques de l'unité. Et pour l'oncologie, c'est exactement la même chose. Donc, pour développer l'ambulatoire en oncologie, il faut être absolument conscient de cela. Et puis, dernière chose qui se pose comme problème pour l'oncologie comme pour le reste, c'est l'impact de la substitution. Le développement de l'ambulatoire, c'est une substitution, c'est pas une activité supplémentaire. Vous substituez une activité que vous faites en conventionnel pour le mettre en ambulatoire. Et qu'est-ce que vous faites des lits? Et qu'est-ce que ça a comme conséquence sur les finances? Eh bien, c'est un vrai problème que se posent tous les directeurs actuellement, quel que soit le type, le mode d'exercice. Si c'est une vraie substitution, c'est une perte financière. Vous fermez des lits, vous redéployez le personnel. C'est difficilement acceptable en l'état actuel. Une fausse substitution, celui de vous dites rien à personne pour perdre moins d'argent. À court terme, vous pouvez augmenter les actes chirurgicaux pour lesquels vous avez une liste d'attente très importante, dans les lits qui ont été libérés. À moyen terme, utilisez les lits pour une nouvelle activité. Vous ne faites pas de périnéologie, vous avez dit, tiens, j'ai des lits maintenant pour faire. Mais ce n'est pas acceptable, ça non plus, parce que ça augmente le chiffre. Vous favorisez le dépassement de l'enveloppe de l'Ondam. L'Ondam, c'est ce qu'on reproche, bien entendu. C'est la grande crainte de la DGOS en particulier. Et puis, à long terme, eh bien, pour attribuer ces lits, c'est ce qui était prôné, mais pas facile à réaliser, attribuer les lits et le personnel pour des pathologies liées à l'âge, c'est plus difficile. Alors, enfin, il faut se soucier, pour développer l'ambulatoire en oncologie, de la valorisation. Vous connaissez tous la mise sous accord préalable de certains gestes, mais qu'on est obligé de les faire en ambulatoire, sinon on n'est pas remboursé. Je synthétise un petit peu. Alors, il y en a beaucoup de gestes qui ne sont pas en ambulatoire, mais il y en a quand même en oncologie, il y a quand même certains gestes en oncologie. Donc ça, il faut savoir, c'est une contrainte. La carotte, c'est que tous les ans, on a une politique tarifaire incitative pour l'ambulatoire. Ça, c'est très bien. Mais j'ai mis le bâton saison 1, parce qu'il y a une saison 2, forcément. La saison 2, c'est pour mars. Mars, il y a une saison 2, malheureusement, et on pouvait le prévoir, c'est l'apparition d'une politique de dégressivité tarifaire pour l'oncologie, mais ce n'est pas seulement que pour l'oncologie, forcément. Si vous augmentez le volume, on vous diminue les tarifs, et voilà, ça c'est valable aussi pour l'oncologie. Quelles sont les limites? Les limites, il y a des vraies limites pour l'organisation, parce qu'il y a des repérages radiologiques, il y a des repérages du ganglion sentinelle, c'est plus compliqué que pour le digestif ou d'autres pathologies. Et puis alors, le jurisprudence, non, c'est pas un problème. On a une publication de février 2014, toute récente, qui montre que l'ambulatoire, en oncologie comme ailleurs, ça a très très peu d'ennuis, un taux très très faible de sinistralité, et donc ça, c'est vraiment pas un problème. En revanche, on revient à des freins culturels, le chirurgien, l'anesthésiste, pourquoi pas moi, et puis voilà, moi j'ai mis ce schéma-là parce qu'il a le sentiment, cet acteur, chirurgien ou autre, qu'il a une perte du triple A chirurgicale, l'âme du chirurgien lourd. Moi, chirurgien lourd, faire l'ambulatoire, vous ne pensez pas. Propriétaire des lits, mon service, ma cassette, donc voilà, ça c'est très difficile. Et puis l'âme de l'équipe, ça c'est peut-être un peu plus discutable, mais je ne peux pas m'étendre là-dessus, j'ai une idée précise. Alors, les gestes en oncologie, en tout cas, il y a une notion fondamentale, c'est qu'il ne faut pas une liste nationale fixe pour les gestes, y compris en oncologie. Ce sont un programme, une liste qui est faite par unité, absolument calquée sur le fait que l'opérateur est capable, avec peu de risques, de faire le geste, c'est pas le même risque pour tous les opérateurs et pour toutes les pathologies, que l'organisation mise en place est capable de faire de l'ambulatoire, c'est pas évident. Et puis, maîtrise des risques, la durée du geste, la prévisibilité des suites. Ça, c'est absolument capital. Donc, pour l'oncologie comme pour le reste, pas de liste nationale. Évidemment, le gros de la pathologie, c'est quand même le sein. Le taux de chirurgie ambulatoire pour le cancer du sein reste inférieur à 15% actuellement, en 2014. C'est assez peu. Je ne parle pas des mastectomies, ça, il n'y a quasiment pas de mastectomie, mais je parle des tumorectomies. Et encore, le cancer est un frein pour eux, parce que c'est toujours le problème du ganglion sentinelle ou d'un curage axillaire nécessaire, 2 ou 10% respectivement, si on fait un ambulatoire.
ambulatoire. Si bien que pour le cancer, eh bien, le taux reste inférieur à 15%. Alors qu'en bleu, ce sont les pathologies bénignes du sein, là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de ganglion sentinelle ou geste axillaire, et le taux monte progressivement. Donc, c'est sûr que c'est un frein pour le... Est-ce qu'il y a une technique particulière pour le sein? Oui, oui, probablement. Les spécialistes vous diront qu'il ne faut pas de drainage, il faut un curage fonctionnel, etc. Vous voyez tout ce qui est le capitonnage, l'instillation. Il y a quelques petites modifications d'habitude. Et puis les anesthésistes nous disent qu'il y a certains agents d'anesthésie particuliers, alors j'avoue que j'ai découvert cela, qui seraient des médicaments préservant l'immunité. J'ai juste mis les références, mais je ne peux pas détailler, et je ne connais pas suffisamment de problèmes pour savoir quelle est l'importance de cela en oncologie. Alors, quels sont les gestes? Là, je ne détaillerai pas, parce qu'on ne peut pas, on n'a pas le temps. Ce sont les listes qui m'ont été fournies par les spécialistes de l'unicancer. Le curage axillaire, seulement 2%. La mastectomie totale, très rare, avec des problèmes psychologiques. Il y a des sérums possibles. Enfin, c'est assez rare en France. La reconstruction, 1 ou 200 font la reconstruction en ambulatoire, mais c'est assez rare. Et puis j'ai mis thoracoscopie diagnostico-thérapeutique. Pourquoi pas enlever une petite masse, une petite métastase par thoracoscopie, ça n'empêche pas de sortir. On a bien vu apparaître en novembre 2013 une lobectomie pulmonaire en ambulatoire, pas pour un cancer. En gynécologie, stérectomie est simple, par voie vaginale ou pas, un staging ganglionnaire pelvien laparoscopique. Tout cela progresse régulièrement et on ne sera pas surpris de voir ces interventions tomber dans le domaine courant dans les années à venir. Il faut être prudent, il ne faut pas qu'il y ait un effet de mode non plus. Tout ce qui est faisable n'est pas à faire, forcément. Hein, ça, on sait très bien. Alors, au digestif, j'ai été aussi très léger, puisque ça progresse tout le temps. Les RS, bien sûr, transanal, j'en parle à peine. Fermeture de stomie, dans les recommandations SFCD, ça n'a pas été prôné, mais les recommandations sont toujours en retard sur le progrès. C'est sûr qu'ils sont toujours un peu de viscosité aux décisions. Donc, je ne peux pas. Non, le président de cette société ne peut pas dire le contraire. Et puis, alors, les exergestes, on imagine que c'est tout à fait possible. Ne me demandez pas pour le cancer de l'œsophage, ça, il n'y a pas d'ambulatoire. Pour ça, encore qu'on fait 3 gestes œsophagiens en ambulatoire, mais pas du cancer. Et puis, vous savez qu'il y a une ou plusieurs colectomies sigmoïdiennes laparoscopiques par une équipe très sérieuse. Benoît Ginoux, c'est quelqu'un qui a fait ça très bien. Maintenant, est-ce que ça sera à développer? Est-ce que c'est bien nécessaire? On pourra en discuter, mais c'est juste pour montrer que c'est faisable à condition qu'on s'entoure de toutes les précautions, les fondamentaux d'ambulatoire. C'est ça le plus important. Le geste, c'est pareil. C'est avant, après, c'est ça qui est très important. Et c'est ce qui fait progresser. C'est pas le geste qui fait progresser le reste, c'est les protocoles, la culture ambulatoire qui fait progresser tout l'ambulatoire et aussi le conventionnel. C'est ça qui est l'intérêt. Mais c'est souvent une vitrine d'un établissement, voire d'un groupe d'établissements. Alors les conclusions, c'est très simple, il faut respecter les fondamentaux de l'ambulatoire, que ce soit en oncologie ou pas. Il faut apporter un soutien psychologique aux patients dans l'épreuve de sa maladie. Ça, c'est particulier à l'oncologie quand même. Il faut développer une continuité relationnelle et humaine, j'y ai insisté, mais je pense que c'est très très important. Sinon, c'est assez difficile et mal perçu par les patients, vous l'avez vu. Et puis, connaître les avantages de l'ambulatoire en oncologie, ils ne sont pas encore tous persuadés. Et pour terminer, les perspectives, c'est le plan cancer de hier. Du moins, les orientations, les objectifs, page 41, vous verrez, c'est tout cela, mais il n'y a rien c'est tout ce qu'on leur a dit de dire, en gros, parce qu'on a dû beaucoup insister. Mais, pour moi qui ai écrit le plan cancer, bien entendu, mais on a beaucoup insisté sur l'ambulatoire pour tout cela. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite aux nouveaux actes, mais il faut voir tout ce qui est éligible à l'ambulatoire en oncologie. Favoriser l'émergence de nouveaux métiers, comme ce qu'ils ont appelé, eux, l'infirmière clinicienne en cancérologie, mais dans le précédent cancer, c'était IPO, au Canada c'est IPO, mais peu importe le geste, je pense qu'il y a, peu importe le terme, je pense qu'il y a la place pour un métier avant, après, pour assurer le liant, l'information, la cohésion de tout cela. C'est, à mon avis, très important pour l'oncologie, et pour l'ambulatoire aussi d'ailleurs, c'est un autre problème. Et favoriser l'émergence, développer les politiques d'incitation tarifaire, ça continue, mettre en place les indicateurs de qualité et sécurité et soutenir
la réorganisation des services pour le développement de la chirurgie ambulatoire, car il n'y a pas de chirurgie ambulatoire s'il n'y a pas de bonne organisation. Alors voilà, il faut certainement changer les pratiques en oncologie, car la vague de l'ambulatoire arrive. C'est une diapo maintenant qui a déjà 5 ans, vous voyez ça. Mais bon, elle arrive, quoi. Elle va déferler, c'est sûr. Les sources, c'est cela. Et puis, si vous voulez un mot sur la réglementation, je serai à votre disposition dans la discussion. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cet exposé très, très complet. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques dans la salle? Je voulais savoir s'il y a une étude comparative entre les malades qui ont été hospitalisés et les malades qui ont été opérés ambulatoires pour les mêmes opérations et complications post-opératoires, s'il vous plaît. Alors, il n'y a pas d'études de comparative, mais il y a simplement des études rétrospectives, des comparaisons avec les services qui font les deux pathologies. Il y a plutôt moins de complications en ambulatoire que... Mais on ne peut pas comparer, il y a un biais énorme, c'est-à-dire que pour l'ambulatoire, on choisit les patients de niveau 1 de comorbidité, et plutôt les jeunes, etc. Donc, c'est difficilement comparable. Mais je ne vois pas pourquoi ça serait un frein à l'ambulatoire. On choisit d'accord les meilleurs patients, mais ils ont moins de complications, et pourquoi pas utiliser cette prise en charge. Et les pourcentages de malades qui ont été obligés de... Alors là, c'est moins de 2%. Ceux qui restent, c'est 1%, ceux qui reviennent, c'est 2%. Bien, je voudrais tout d'abord vous féliciter pour cet exposé brillant comme d'habitude. Et puis je pense qu'il faut un homme comme vous, enthousiaste, pour entraîner les chirurgiens et surtout l'administration vers l'ambulatoire. Mais aussi pour freiner parfois l'administration. Il y a un fait qui me paraît essentiel, que vous avez laissé entendre, c'est voir le chirurgien. Parce que j'ai déjà entendu dire par un certain nombre de malades qui n'avaient pas vu le chirurgien ni avant ni après. Alors là, oui, effectivement, ça ressemble aux deux questions que j'ai montrées en début sur la première planche. L'ambulatoire, c'est essentiellement un problème d'information. Et la consultation en ambulatoire, pour l'ambulatoire, quand on propose un geste candidat, elle est beaucoup plus longue. Ça pose d'ailleurs des problèmes de revendication de certains modes d'exercice pour une rémunération financière plus importante de cette consultation, qui est de l'ordre de 30 à 40% plus importante. Avant et après, à la sortie, signature. Alors, la signature du bon sortie, le soir, c'est soit l'anesthésie, soit le chirurgien. Ça dépend un petit peu de la pathologie. Moi, le reflux œsophagien, ça c'est pas la oncologie, le reflux gastro-œsophagien ou diverticule de l'œsophage ou dégât-œsophage, c'est moi qui vais signer le papier de sortie, bien entendu, je ne laisse pas faire, je ne laisse pas faire l'anesthésie. L'infirmière, il n'y a pas encore le transfert de compétences pour ça. Nobel urologue, j'ai beaucoup aimé là, votre diapo sur la grande vague qui arrive et qui, incontestablement, va gagner. Alors, est-ce qu'on a quand même réfléchi au rôle du chirurgien pour qu'il ne soit pas uniquement, enfin c'est un peu dans la continuité de Bernard Launois, le simple technicien qui peut d'ailleurs ne plus servir à voir le malade parce que, en dehors de ce fait au côté humaniste de la chirurgie, incontestablement, les malades cancéreux seront pris en charge par d'autres que nous, et donc nous ne devenons plus que des techniciens. Est-ce que on a, oui c'est ça, des interventionnels? Écoutez, je suis persuadé que non, parce que ça c'est un des piliers de l'ambulatoire, que les acteurs soient très proches pour l'information, la cohésion des informations de leurs patients. D'ailleurs, vous avez vu dans l'enquête de Dravet de Nord-Atlantique, là, ce qui est important pour les patients, ce qu'ils trouvent positif, c'est que ça dédramatise l'opération et pas forcément la maladie. Donc la maladie, l'oncologue, c'est pour avant-après, bien sûr, mais pour l'ambulatoire, c'est le contact immédiat pour l'intervention et le retour à domicile précoce. Donc s'il y a une prise en charge où, au contraire, l'acteur, le chirurgien doit être proche, très présent de ses patients, c'est vraiment l'ambulatoire. C'est absolument fondamental. Oui, moi j'ai une question. Le développement de l'ambulatoire, c'est évident que pour un certain nombre de pathologies,
c'est un bénéfice pour le patient, ça c'est une évidence, vous l'avez bien montré. Après, est-ce que les objectifs d'ambulatoire qu'on a en oncologie risquent pas indirectement de modifier les recrutements qu'on a de patients dans les services de chirurgie? C'est évident que l'œsophage, les sarcomes, etc., on ne pourra pas faire d'ambulatoire. Et quelque part, s'il faut faire 20% d'ambulatoire comme on l'entend en oncologie, il va falloir augmenter de manière drastique la proportion de cynologie qu'on fait, quoi. C'est-à-dire que vous aurez facilement accès aux 20% si vous faites la substitution de ce qui se fait en J1 ou voire en J2. Il y a on voit très bien les pourcentages de la TIH sont absolument clairs là-dessus. Vous avez un pourcentage de gestes qui sont faits en une journée, enfin en hospitalisation d'une journée. La simple substitution de tout cela vous amènera à 20%. Donc il ne s'agit pas d'obtenir un effet d'aubaine pour augmenter artificiellement. Ça, absolument pas. Mais en revanche, vous me dites, est-ce que ça va modifier le recrutement? Oui, parce que vous allez avoir un effet d'attractivité de 15 à 20% des patients qui viendront parce qu'on leur a dit que vous faites de l'ambulatoire, et ça n'a rien à voir avec l'ambulatoire, mais voilà, ils vont venir comme ça parce qu'ils ont entendu l'ambulatoire, comme on a vu ça avec le laser, la CIO, voilà, une attractivité. François. Oui, il y avait deux choses, pour aller dans le même sens. Il y a déjà eu des modifications au niveau des tutelles. C'est parce que, à force de parler de taux, de toute façon, en chirurgie cardiaque, le taux d'ambulatoire, il est de 0. Il sera toujours de 0. Bon, et puis en neurochirurgie, il n'est pas très élevé non plus. Et on mélange toujours les taux, et un taux comme ça ne veut rien dire. Puisque des chiffres absolus, il faut mettre un taux, c'est un chiffre absolu. Ça, je crois que c'est important. Il y a un autre point. Alors, je te remercie de ne pas avoir parlé des 5 milliards d'économies qui ont été cités par la Cour des comptes, parce que ça ne tient pas debout. Il y a un autre point sur lequel on ne parle jamais, et qui va changer, là, par contre, l'organisation des services de chirurgie, c'est que, à partir du moment où on aura, et où on a déjà basculé un certain nombre de choses en ambulatoire, la lourdeur et la densité des malades qui restent en hospitalisation complète va être totalement différente, puisque actuellement le personnel non médical peut, entre guillemets, se reposer de temps en temps sur des malades plus légers par rapport à d'autres. Alors ça varie suivant la spécialité, ça varie suivant les types d'hôpitaux, mais c'est encore le cas. Et tous les, disons, tout ce qu'on va pouvoir gagner en termes de personnel non médical, si on retire la nécessité d'avoir des personnels non médicaux plus denses, en hospitalisation complète, et si on fait basculer dans les annonces de consultation, tu as très bien insisté sur le fait que les consultations vont devoir être renforcées, sinon toute la partie d'explication au niveau du malade ne pourra pas être faite correctement. Ces deux éléments-là vont diminuer le gain sur le plan financier du personnel non médical. C'est pas grave si on le sait à l'avant, mais je pense qu'il est important que nous, en tant que chirurgiens, on explique bien ça pour éviter qu'on dise toujours vous allez fermer des lits et puis vous allez gagner de l'argent. On va fermer des lits, oui, mais les personnels, ils vont faire ailleurs. Et on a fait une étude, on est en train de commencer une étude sur les hôtels hospitaliers, et dans un hôpital de la région parisienne, ils l'ont fait. En fait, c'est pas du tout en chirurgie qu'on gagne du personnel à cause de ce que je viens de dire. Par contre, dans certains services de médecine, où il y a de l'hôpital de jour en médecine, où là, il y a parfois 60% de l'activité des services de médecine qui disparaît complètement d'hospitalisation complète. Alors là, en effet, ça diminue considérablement parce que c'est des chiffres énormes. En chirurgie, les gains sur le plan du personnel médical vont être sûrement beaucoup plus faibles. Je voulais savoir ce que tu en pensais. Ça, c'est dans l'optique où tu remplaces les lits qui vont être libérés par substitution, enfin pas par substitution, transfert des pathologies que tu fais en J0 ou J1 en ambulatoire, en remplaçant par d'autres pathologies éventuellement plus lourdes. Je sais, c'est un reproche qu'on... Mais ça, théoriquement, ça va être très surveillé par la DGS, car ça va augmenter forcément le coût de la santé. Même sans remplacer. Si tu passes de 50 lits à 30 lits ou à 40 lits, tu retires 10 lits, mais que sur ces 10 lits, il y a des malades qui sont lourds, c'est pas du tout pareil pour les infirmières que d'avoir 50 lits avec des malades. Mais c'est sûr, ça fait encore partie des conséquences éventuellement de ce changement de paysage sanitaire français et autres d'ailleurs, qu'on n'a pas encore bien déterminé. Je suis tout à fait d'accord. Tout en appréciant grandement cet enthousiasme réel et mesuré, ma question concernerait des chiffres qui soient un peu plus ciblés sur les grands centres d'oncologie
Comment sont-ils organisés? Quelles sont leurs statistiques? En particulier, vous savez aussi en France, et en particulier l'hôpital de Memphis aux États-Unis. Moi, je connais que les chiffres sur la scénologie, parce que c'est ceux qui m'ont été transmis par les centres, par l'Unicancer, Montpellier, etc. Et c'est ce que je vous ai montré, 15% pour le cancer, très peu pour les gestes axillaires. Après, pour les autres gestes, c'est des indications qui sont très fréquentes, comme la colonisation, etc., tous les petits gestes qui sont gynécologiques ou même en sénologie, mais je n'ai pas d'autres chiffres pour les autres disciplines oncologiques des centres. Une avant-dernière question. Merci beaucoup. Olivier Renberg, je suis chirurgien pédiatre comme Philippe Montupet à Lausanne en Suisse. Merci pour votre exposé qui est magnifique. Comme vous le savez, les chirurgiens pédiatres ont une très longue culture de l'ambulatoire et j'aimerais m'introduire dans votre débat. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Nous avons expérimenté ça et effectivement, nous avons observé une grande augmentation de la lourdeur de nos cas en transférant sur l'ambulatoire. Mais comme nous fonctionnons au DRG, assez curieusement, nous avons eu une augmentation... DRG, il faut nous dire. C'est-à-dire la lourdeur par cas. La différence, c'est la Suisse et la France pour ça. Nous avons eu proportionnellement une augmentation du personnel infirmier pour l'hospitalisation parce qu'il apparaissait à l'évidence que nos cas étaient beaucoup plus lourds hospitalisés. Par contre, il y a eu un effet très pervers dont je veux vous instruire. Nos administrateurs considèrent comme indicateur de la bonne marche d'un service le taux de réhospitalisation. Et ils ont mis le cumul de la réhospitalisation des cas hospitaliers avec les cas ambulatoires. Et évidemment, ça ne joue pas du tout, parce qu'on ne peut pas comparer les deux. Par contre, nous, pour leur convaincre que nous avions un taux de réhospitalisation qui était bas, nous avons séparé les deux. Et à l'évidence, nous avons beaucoup moins de réhospitalisation pour l'ambulatoire, mais comme vous l'avez très bien dit, ce n'est pas du tout les mêmes patients. Merci de votre expérience. On avait fait venir un acteur de l'ambulatoire suisse il y a 2 ans. Notre journée de chirurgie ambulatoire, on invite chaque fois un pays différent. Il y a 2 ans, ça fait la Suisse. Merci beaucoup. Merci à tous, aux orateurs et à l'auditoire pour la qualité de